Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Quelle issue pour la COP26 alors que les négociations sont toujours en cours pour parvenir à un accord? Quels enseignements tirer de cette conférence des Nations Unies sur le climat? Comment la principauté a fait entendre sa voix? Patrick Rolland, adjoint au directeur de l'environnement, nous donnera la tendance en duplex de Glasgow. La principauté à l'honneur à Dubaï, c'est dans quelques heures que sera célébrée la journée du pavillon Monaco à l'exposition universelle. Visite guidée à suivre dans quelques instants. Elie Semoun à l'épreuve de la maladie d'Alzheimer de son père dans Montvieux. L'humoriste a présenté son documentaire hier soir et nous y étions. Le harcèlement fléau mondial, un thème d'actualité que 3 associations ont décidé d'aborder dans une pièce de théâtre. Frédéric de Chambure, secrétaire général d'Action Innocence, nous en dévoilera les détails. Puis du sport, le Monaco Rugby Sevens part à l'assaut de l'Inextenso Super Sevens pour remporter son premier titre. Une équipe de Monaco Info est sur place à Paris pour suivre son parcours. Quel bilan pour la COP26? Les négociateurs tentent toujours de parvenir à un accord, un sprint final qui doit dresser les grandes lignes des engagements des 197 délégations pour le climat. Rejoignons immédiatement à Glasgow l'adjoint au directeur de l'environnement. Bonsoir Patrick Rolland. Bonsoir Émilie. Cette conférence des Nations Unies sur le climat a été présentée comme cruciale. Quels sont les enseignements à tirer de cette COP26? Alors la COP26 n'est pas encore finie et c'est vrai que là on est à un stade où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'issue de la COP avec pas mal de partis qui poussent dans un sens et d'autres qui ont d'autres souhaits. À l'heure où je vous parle, en fait, c'est très difficile de pouvoir prévoir une issue de cette COP que nous on espère très ambitieuse en output, mais rien n'est gagné pour l'instant et on s'attend même peut-être à finir demain. Quel est le regard que vous portez sur cette COP? Plusieurs engagements ont été pris, notamment sur le méthane, sur la déforestation. Est-ce que ce sont de grandes avancées selon vous? Alors ce sont des avancées, c'est un calendrier en dehors quelque part de la COP où on a bien senti le retour des Américains avec leur déclaration sur le méthane qui était commune avec l'Union européenne et à laquelle nous avons adhéré en première semaine. Il y a d'autres initiatives, notamment Madame Garandajoni est venue en cette semaine et on a réaffirmé notre soutien à la Climate and Clean Air Coalition pour en fait essayer aussi de réduire les polluants atmosphériques et GES à courte durée de vie, qui constitue là encore un enjeu un petit peu différent du carbone, mais qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de rencontres bilatérales et d'échanges, puisque c'est vrai que nous sommes en tant que délégués, mais nous étions accompagnés également par le centre scientifique, la Fondation Albert II, qui conduisent des projets en ce sens-là. Oui, ça permet de rappeler que Monaco est vraiment partie prenante de cette COP26, puisque vous participez à ces négociations. Hein. Oui, nous participons à ces négociations et nous participons notamment au travers d'un groupe de négociation qui s'appelle le groupe d'intégrité environnementale, qui est un groupe particulier parce il regroupe des petits pays, en voie de développement tels que le Mexique avec une sensibilité forte en termes de droits de l'homme. Il y a un pays très industrialisé qui est la République de Corée. Le tout est, on va dire, managé par la Suisse, ce qui permet aussi de porter la voix de Monaco et des petits pays avec le Liechtenstein aussi au premier plan des négociations. Et quelle est la position de Monaco dans ces débats? On le rappelle, le prince Albert II était présent au début de la COP. Il a rappelé l'urgence à agir avec un discours assez fort. Hein. La position de Monaco est toujours très ambitieuse. On a pris des engagements directement en ligne avec la science. On se rappelle que Monaco a accueilli le rapport spécial sur les océans, notamment de l'IPCC. Donc nos engagements sont basés sur la science et sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire moins 55% à la moitié du siècle. Une déclaration en faveur des océans et en faveur d'une ambition accrue du climat. Nous sommes parmi les pays qui ont actualisé notre contribution à l'accord de Paris. L'un des enjeux de cette COP, c'est d'accompagner les pays qui ne l'ont pas encore fait à s'engager encore dans cette voie, parce que c'est vrai que les déclarations faites par les pays aujourd'hui nous amènent à 2,7 degrés. Alors l'objectif est de 1,5 degré.
Et la voix de Monaco est entendue, cette politique ambitieuse est reconnue par les autres pays? Oui, notamment grâce au souverain qui est très 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 engagé. Nous aussi, donc au travers du groupe de négociation, en fait, nous apparaissons systématiquement au premier plan de ces négociations. Et ça, c'est important d'être là, on trouve. Eh bien, merci beaucoup Patrick Rolland d'avoir été avec nous depuis Glasgow, où vous vous trouvez pour la COP26. Merci infiniment. Merci à vous. Et de l'Écosse, prenons la direction de Dubaï, où une délégation monégasque menée par le prince Albert II est attendue à l'exposition universelle pour la journée du pavillon Monaco. Nous en parlions justement hier avec notre invité, Albert Croesi. Ce soir, nous vous proposons une visite guidée des lieux avec notre équipe sur place, Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal. Nous l'avions quitté en mars dernier. Il était encore en travaux. Le pavillon Monaco 360 a bien pu ouvrir comme prévu le 1er octobre dernier, en même temps que l'exposition universelle Dubaï 2020. Depuis son ouverture, près de 230 000 visiteurs ont pu le découvrir. Je vous propose à l'occasion de la journée nationale monégasque qui se déroulera ce samedi d'aller jeter un coup d'œil justement à l'intérieur de ce pavillon pour voir ce qu'il renferme. Les visiteurs sont immédiatement accueillis ici, dans ce kaléidoscope géant, un couloir aux multiples facettes, composé de 36 miroirs. Et vous pouvez le voir derrière moi, il fait un effet waouh, surtout auprès des enfants. Ce sont de drôles d'hôtes qui accueillent les visiteurs ici dans le jardin des opportunités. Je veux parler bien entendu de ces manchots géants. Ce sont les manchots du centre scientifique de Monaco, car ce jardin des opportunités propose de découvrir toutes les thématiques, toutes les innovations que l'on peut trouver en principauté. Le centre scientifique, bien entendu, mais également l'extension en mer, mais aussi la compagnie des Carabiniers du Prince. Le côté un peu plus culturel avec les ballets de Monte-Carlo, par exemple, les affaires culturelles, bien sûr, de la principauté, la moto Vauxhall Venturi, et j'en passe. Mais pour tout le reste, je vous propose de ne pas tout vous dévoiler tout de suite et que vous veniez découvrir tout cela par vous-même, de vos propres yeux, ici à Dubaï. Oui, et vous avez également la possibilité de découvrir ce pavillon en version miniature en principauté sur le port Hercule. Nous reviendrons bien évidemment demain sur cette journée du pavillon Monaco, journée qui sera rythmée par plusieurs temps forts et qui mettra à l'honneur tous les atouts du Rocher. Retrouvons Julia Vial pour le reste de l'actualité. Bonsoir Julia. Le ministre d'État a annoncé hier sur notre antenne le renfort et la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 25 février 2022. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. L'utilisation du pass sanitaire est rendue obligatoire pour tous pour accéder aux terrasses des restaurants et des bars à compter du 1er décembre prochain. Cette obligation concerne aussi les jeunes à partir de 16 ans. Dans le même esprit, la jauge des lieux accueillant du public et imposant le pass sanitaire sera désormais à 300 personnes contre 1000 jusqu'à présent. Cela concerne notamment l'Opéra, le Théâtre Princesse Grace et les salles du Grimaldi Forum. Oui, et rappelons également qu'une campagne de dépistage est menée jusqu'à dimanche, une campagne gratuite pour les monégasques, les résidents, les salariés et les scolaires de la principauté, ceci toujours afin d'éviter un rebond épidémique. Un mot à présent sur ce mouvement à la tête de l'IMSEE, Julia. Après 3 ans passés à l'IMSEE, Sophie Vincent donne une nouvelle orientation à sa carrière à partir du 15 novembre prochain. Elle prend la tête de la direction des ressources humaines à la Société des Bains de Mer. Pour la remplacer à l'IMSEE, c'est Alexandre Bubiot qui a été nommé. Il était jusque-là chef de division depuis 2013 au sein de l'Institut. Ces 10 années d'expérience lui confèrent une connaissance approfondie du tissu socio-économique monégasque. Et puis autre changement, autre nomination, Julia, cette fois-ci du côté du gouvernement et du musée océanographique. Sébastien Sicardi, l'actuel secrétaire général du Conseil national, prend les fonctions de directeur général du département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Il remplace ainsi Cyril Gomez, qui est lui nommé à la direction générale du musée océanographique aux côtés de Robert Calcagno. Ces nouvelles prises de poste interviendront elles aussi à partir du 15 novembre, Émilie.
Et enfin, retour sur les commémorations du 11 novembre et cette messe célébrée en la chapelle de la Visitation. Elle s'est tenue aux alentours de 17h30 pour rendre hommage aux anciens élèves du lycée Albert Ier morts au champ d'honneur. Après une messe émouvante, une cérémonie du souvenir dans le hall d'honneur du lycée a été organisée pour ne jamais oublier ceux qui ont péri pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Merci Julia. Il avait déjà été présenté en principauté en mars dernier. Le documentaire d'Elie Semoun et Marjorie Desjardins, Mon Vieux, a été projeté en séance privée hier soir et ce en présence du prince Albert II. Il s'agit d'un documentaire poignant mettant en scène le père de l'humoriste touché par la maladie d'Alzheimer. Christine Datomel a pu rencontrer Elie Semoun et sa sœur quelques heures avant cette projection. Voyez son reportage. Un documentaire plein de tendresse où les souvenirs se noient dans la maladie d'Alzheimer. Quand Elie Semoun a appris que son père, Paul, était atteint de la maladie d'Alzheimer, l'humoriste a décidé de filmer les derniers moments passés avec celui qu'il appelle affectueusement son vieux. Dans ce documentaire, la relation complice et pleine de rire d'Elie et de son père illustre une autre facette de cette terrible maladie, celle des aidants, de la famille, des proches, de ceux qui doivent se battre au quotidien pour communiquer, mais qui glissent malgré tout dans l'univers surréel du malade pour tenter de conserver ce lien si infime soit-il. Une façon de ne pas oublier, puis une façon aussi de me cacher derrière la caméra. Comme ça devenait presque une fiction, ça m'éloignait un peu de la réalité. Mais c'est vrai que c'était pour ne pas... Parce que mon père était un être assez charmant, assez exceptionnel, assez extraordinaire. Donc c'était une façon de le garder comme ça pour notre mémoire. Ce qui est un paradoxe quand on fait un documentaire sur quelqu'un qui perd justement la mémoire. Au départ, j'étais pas d'accord. Je trouvais ça très impudique en fait, parce qu'on savait pas encore quelle utilisation on en ferait. Et que c'était des moments à nous et que justement j'étais un peu mal à l'aise d'avoir mis une caméra entre nous et mon père. Et puis au fur et à mesure, Elie m'a convaincue que ça allait rester et que lui il perdait sa mémoire, mais nous on allait l'ancrer dans notre mémoire. Donc j'ai laissé faire. Il fallait lui mettre un petit micro. Donc il savait, mais au bout de 5 minutes, il oubliait complètement qu'il y avait les caméras et il se comportait comme quelqu'un comme s'il n'y en avait pas en fait. Puis après, au fur et à mesure que la maladie a fait son chemin, il s'est retrouvé dans une sorte de brouillard et il ne savait plus trop. Quand je revois le documentaire, j'ai beaucoup d'émotions parce que je me dis qu'il est encore vivant en quelque sorte, entre guillemets. Il nous a convaincus en fait de réaliser ce film et ce documentaire et en même temps il continue à vivre depuis, il est mort le 12 septembre 2021 et en fait 20 pardon et en fait il est encore avec nous et on peut encore, même pour mes enfants, avoir une trace de ce grand-père qui était quand même assez loufoque et fantasque, donc c'est chouette. Mon vieux, c'est l'amour filial à l'épreuve d'Alzheimer, une course-poursuite contre la montre, comme un pied de nez à la maladie, un témoignage touchant des difficultés auxquelles doivent faire face les aidants, un réveil nocturne, alternance de moments de confusion et de lucidité poignante, agressivité envers les personnes que la maladie occulte, mais aussi le déni. Chaque année en France, ce sont plus de 800 000 malades et leurs familles qui sont affectés par la maladie d'Alzheimer. Voilà pour ce documentaire plein de tendresse, de délicatesse et de respect. Intéressons-nous à présent à cette soirée au Théâtre des Variétés demain. 3 associations proposent un événement portant sur un thème d'actualité, le harcèlement. Nous sommes ce soir avec l'une des organisatrices, secrétaire générale d'Action Innocence. Bonsoir Frédérique de Chambure. Bonsoir Émilie. C'est vraiment cette thématique globale du harcèlement qui est mise en valeur à travers cette manifestation. Complètement. Écoutez, le harcèlement est malheureusement maintenant un problème mondial. Ça ne se limite pas à la principauté, ça ne se limite pas à l'Europe. Le monde entier est atteint par ce problème. Il y a eu un rapport de l'UNESCO qui a été fait il y a maintenant 2 ans, qui a constaté qu'un enfant sur 3 était victime dans le monde de harcèlement. Alors comment va se dérouler cette soirée au Théâtre des Variétés ? Comment avez-vous choisi de parler du harcèlement ?
D'abord, ça a été une démarche commune. D'abord, Action Innocence Monaco, le harcèlement, c'est vrai que c'est un sujet, une thématique qui nous est chère depuis maintenant une dizaine d'années, voire 15 ans. Nous avons été rejoints dans cette histoire maintenant par l'Association des victimes d'infractions pénales et l'Union des femmes monégasques. Et c'est vrai que on était très heureux de ne pas se retrouver seuls en avant de la scène et de pouvoir avoir des alliés dans cette lutte. Donc c'est une pièce qui va être présentée au Théâtre des Variétés. Elle sera suivie d'une table ronde pour échanger sur ce Tout à thème. fait. J'ai eu le plaisir d'écrire donc une comédie. C'est une comédie, c'est-à-dire que c'est un grand quiz, un jeu avec des candidats et un présentateur, enfin en l'espèce une présentatrice. Et chaque question est illustrée par un sketch qui reprend une thématique du harcèlement, donc pas seulement le harcèlement des enfants, mais aussi le harcèlement au travail, le harcèlement de rue, toute forme de harcèlement qui touche aussi bien les jeunes que les adultes. Alors vous l'avez dit, cette manifestation est organisée par 3 associations, Action Innocence, la VIP et l'Union des femmes monégasques. C'est important de pouvoir compter sur un réseau associatif en ordre de marche sur ces questions. C'est vrai qu'à Monaco, on a énormément de chance parce le réseau associatif est quand même très fourni et on a vraiment à chaque fois des intervenants de qualité. Et là, on a décidé de se regrouper et nous en sommes toutes les 3 ravis. Et c'est vrai que je pense que nous sommes complémentaires, en tout cas sur cette thématique. Et peu importe le mode de communication, il faut sensibiliser, libérer la parole sur le harcèlement. Écoutez, il faut libérer la parole sur le harcèlement, il faut sensibiliser et surtout, je pense qu'il faut que nous, humains, nous reprenions nos vies en main parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle qui a pris le pas et je ne pense pas qu'il soit bon que le monde soit régulé par l'intelligence artificielle. Alors comment apporter son aide? Quels conseils pourriez-vous nous donner pour soutenir les personnes victimes de harcèlement? Il faut savoir que le rôle du témoin dans le harcèlement, quel qu'il soit, est primordial. Quand vous êtes témoin d'un harcèlement, il faut intervenir. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'on oublie. Il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas le banaliser, il ne faut pas l'accepter. Toute forme de harcèlement. Eh bien, merci beaucoup Frédéric de Chambure d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de cette soirée au Théâtre des Variétés, tous unis contre le harcèlement. Et puis on le rappelle, l'entrée est libre et gratuite. L'entrée est libre et gratuite et je voulais aussi vous dire que pour la table ronde, nous avons la chance d'avoir des membres de la sûreté publique, ce qui vous montre que quand même l'implication à Monaco va au plus haut niveau. Eh bien, merci beaucoup Frédéric de Chambure. Merci, au revoir. On passe au sport et au rugby. Hier, nous avons fait plus ample connaissance avec les joueurs du Monaco Rugby Sevens. Eh bien, l'équipe s'est envolée ce matin pour la capitale pour la finale de l'Inextenso Super Sevens. 8 équipes vont s'affronter pour décrocher le titre suprême de champion de France des clubs de rugby à 7. Frédéric Elion, vous êtes sur place pour Monaco Info. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, le Monaco Rugby Sevens est bien arrivé à Paris pour disputer le tournoi final de l'Inextenso Super Sevens, la compétition la plus importante de son histoire. 8 équipes ont validé leur ticket après 3 étapes qualificatives à Aix-en-Provence, La Rochelle et Toulouse. Et c'est ici, à La Paris, la Défense Arena, une immense enceinte couverte que les Monégasques tenteront de décrocher le titre de champion de France des clubs de rugby à 7. 29 300 personnes étaient réunies ici en 2018 pour le match de rugby entre le Racing 92 et Toulouse. Et la même année, le match Nanterre-Asvel en basket rassemblait 15 200 personnes, le record pour un match de championnat de France de sport indoor. Les joueurs de Jérémy Icardi se sont entraînés ce vendredi après-midi. Vous le voyez, une séance d'1 heure pour prendre leur marque ici dans cette arène avant le jour J et le quart de finale demain samedi programmé à 14h20 contre La Rochelle. Et nous vous tiendrons bien évidemment informés des résultats du Monaco Rugby Sevens demain. Un mot sur la No Finish Line à présent. L'édition 2024 débute ce samedi à 14h. De nombreux événements seront organisés en parallèle de cette course à la fois sportive et caritative, Julia. Cet événement solidaire existe depuis 1999 à Monaco et permet à tous les coureurs et marcheurs volontaires de participer à une course dans les rues de la Principauté. Sur le parcours de cette course mythique se tiendra une collecte caritative de basket. Elle est organisée par l'association Les Semeurs d'Espoir au profit des plus démunis du 13 au 21 novembre sur le circuit de la No Finish Line à l'espace Fontvieille, Émilie.
Et une autre collecte, cette fois-ci de jouets, sera aussi organisée tout au long de cette course. La commission caritative GT in the Community organise pour la deuxième fois une collecte de jouets au profit de l'Armée du Salut durant là aussi la No Finish Line de Monaco les 18 et 19 novembre prochains de 8h à 20h. Une équipe de bénévoles accueillera les généreux donateurs sur un stand dédié sous le chapiteau de l'espace Fontvieille. Ils récupéreront principalement des jouets, Émilie, mais aussi des vêtements, des livres et des fournitures scolaires. Ces dons seront remis aux enfants défavorisés de la région pendant les fêtes de fin d'année. C'est noté. Musique et retour sur le dernier concert des Thursday Live Session avec Aux Sisters. Ce collectif féminin réunit des artistes des quatre coins du monde. Aux Sisters prône des messages positifs d'émancipation et de solidarité destinés aux femmes du monde entier. Mêlant électro et musique du monde, ce collectif est un parfait mélange de sonorités électroniques, de percussions traditionnelles et de voix envoûtantes. Sur scène hier soir, dans leur combinaison noire et blanche, les membres de Aux Sisters ont offert un show explosif et très visuel. Et Aux Sisters sera à l'honneur dans un prochain numéro de Backstage, votre magazine musical sur Monaco Info. Jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Julia, pouvons-nous espérer le retour du soleil demain en Principauté? Oui, tout à fait, Émilie. Il rayonnera à Monaco et plus généralement dans tout le sud-est. Les températures seront toujours aussi douces, avec 12 degrés dans la matinée et 17 degrés au meilleur de la journée. Le soleil, lui, malheureusement, se couche toujours de plus en plus tôt. Demain, il disparaîtra pour laisser place à la nuit à 17h09 précisément. Ce 13 novembre, nous fêterons les Brises. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les derniers préparatifs de la No Finish Line quelques heures avant son coup d'envoi. Photo signée ce soir Stéphane Dana. Nous recevrons d'ailleurs demain le parrain de cette édition, le basketteur de la Roca Team Yacouba Ouattara. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.